Peuple de YouTube, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les films de guerre, j'adore ça. Donc aujourd'hui on va parler films de guerre. Oui, bon on sait pas toujours comment faire une bonne intro. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les films, donc pourquoi pas de temps en temps parler de films sur l'histoire. Et évidemment nous allons rester sur la même époque que lors de la vidéo sur Inglourious Basterds, la Seconde Guerre mondiale. Cette époque a été le théâtre de bon nombre de massacres, mais aussi de bon nombre d'histoires incroyables, avec des personnes hors du commun. On peut par exemple penser à Anne Frank et son fameux journal où elle y décrit sa vie durant 2 années dans un Pays-Bas envahi par les Allemands. À Oskar Schindler qui sauva entre 1100 et 1200 juifs en les embauchant dans ses usines. Ou encore un héros bien de chez nous, Jean Moulin, président du Conseil national de la résistance qui fut torturé sans jamais lâcher un seul secret. Bien sûr, l'industrie du cinéma voyant ces récits magnifiques décide d'en adapter bon nombre d'entre eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, à travers le film Tu ne tueras point, nous sommes partis pour l'histoire incroyable de Desmond Thomas Doss. Tu ne tueras point est un film sorti en 2016 et produit par Mel Gibson. Le film a beaucoup fait parler de lui aux États-Unis puisqu'il cumule quelques 68 millions d'entrées. Mais en France, on est un peu passé à côté. Et pourtant, c'est une grave erreur parce que le film a quand même été nommé 6 fois aux Oscars et en a eu 2. Le film est un biopic sur un passage de la vie de Desmond Doss, un soldat américain qui fut envoyé au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous raconter la genèse du film, en 1950, Hal B. Willis, producteur qui a bossé chez Warner et Paramount, tente de racheter les droits de l'histoire de Desmond Doss, qui refuse car il ne voulait pas que sa vie soit adaptée à Hollywood. Mais en 2006, Bill Mechanic, un autre producteur américain, rachète les droits de la vie de Desmond à sa mort. Il se rapproche alors de Mel Gibson pour la production du film car il veut une œuvre mêlant la foi et la violence, ce que Gibson avait déjà réussi en 2004 avec son film La Passion du Christ. Gibson refuse à 2 reprises mais finit par accepter une décennie plus tard. Peut-être qu'il voulait se faire désirer, je sais pas. La véritable raison, c'est qu'il y avait énormément de polémiques à l'époque autour de Mel Gibson, notamment un divorce, des poursuites judiciaires pour violence conjugale, etc. Donc, on va faire profil bas pendant un petit moment, on va se faire oublier. Tu ne tueras point devait donc être un grand chef-d'œuvre pour assurer le retour de Mel Gibson à Hollywood. Le film fut assez bien reçu avec des commentaires de journalistes plutôt appréciables, parfois même dans l'exagération. Steven Spielberg et son soldat Ryan, jusqu'ici détenteur du record de réalisme en matière de scènes de bataille, est battu à plat de couture. Il s'agirait de se calmer tout de même. Au début du film, nous découvrons Desmond Doss alors encore enfant. Comme tous les enfants de l'époque, il passe son temps à se balader et à se chamailler avec son petit frère Harold. Lors d'une bagarre entre les deux, Desmond va presque tuer Harold en lui fracassant le crâne avec une brique. Perso, je trouve ça assez moyen de buter son petit frère de 10 ans, je sais pas vous. Heureusement, il se rend compte de son geste et c'est sous un Desmond effaré qu'il découvre alors le commandement divin. Tu ne tueras point. Juste avant de prendre une énorme branlée par son père, parce qu'à l'époque c'est comme ça que ça se passait j'imagine. Petit détail, Thomas Doss, le père de Desmond, est un vétéran de la Grande Guerre et toutes les horreurs qu'il y a vues et la perte de tous ses amis l'a un petit peu poussé à taquiner de la bouteille. Et comme souvent à l'époque, ça en découle, il en est devenu violent. Quelques années plus tard, Desmond est maintenant un jeune homme fringant et très croyant. Un jour il assiste à un accident où un homme fait de la mécanique sous une voiture quand la cale cède et lui brise la jambe. Et attention, pas petite fracture, fracture ouverte, ça pissait le sang de partout. Desmond est donc venu l'aider en faisant un garrot avec sa ceinture. C'est à ce moment-là qu'il découvre la médecine et par la même occasion Dorothy, son love interest, qui deviendra plus tard sa femme. Son frère Harold s'engage dans l'armée, ce qui ne ravit pas forcément le père, lui qui a vécu la chose, tu m'étonnes qu'il n'a pas voulu y envoyer son fils. Sauf qu'Harold n'est pas le seul à s'engager. Desmond suit le même chemin. Ses convictions lui dictent que c'est injuste que lui n'aille pas à la guerre sous prétexte qu'il ait un job pour le gouvernement. Desmond s'engage donc et il est envoyé à Fort Jackson où il va y faire ses classes. Personnellement, je trouve la première partie du film un chouille trop rapide. Ça manque d'intérêt scénaristique si tu veux. Je trouve que ça serait un peu plus intéressant si on voyait un espèce de tiraillement entre par exemple l'amour qu'il porte à Dorothy et ses convictions. Je sais bien que le film fait déjà 2h20, mais dans la première partie, ça manque de tension quoi. À Fort Jackson, il va y rencontrer ses camarades avec qui il va aller combattre, comme par exemple Smithy Riker, rival attitré de Desmond. Il va également y rencontrer le sergent Howell, qui est d'une candeur appréciable. Tu oses me contredire, moi, espèce de sombre raclure de bidet! Non, sergent! Très bien, dans ce cas, je vais entendre ton cri de guerre! Plus fort! Allez, j'entends rien! Quel est ton animal totem? Pendant ces classes, Desmond va apprendre tout un tas de trucs. Et il est volontaire pour tous les exercices, même les corvées les plus dégueulasses. Comme la corvée des toilettes par exemple. Je peux vous dire que toute une escouade qui chie au même endroit, c'est pas forcément très joyeux de nettoyer. Cependant, il y a une chose que Desmond refuse de faire, c'est de toucher à une arme. Et ça, quand t'es dans l'armée, c'est un peu compliqué. Surtout aux États-Unis. Pourquoi refuse-t-il de toucher à une arme? Eh bien, Desmond est ce qu'on appelle un objecteur de conscience. L'objection de conscience, c'est le refus d'accomplir certains actes requis par une autorité, quand l'objecteur
l'inspecteur juge l'ordre en contradiction avec ses convictions, soit religieuses, philosophiques, politiques, idéologiques ou sentimentales. Donc ici, Desmond refuse l'ordre donné par son sergent de prendre une arme car Dieu a dit « tu ne tueras point ». Conviction religieuse. Vous voyez la fameuse vidéo « Je ne contracte pas » là? On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. Eh bah, quelque part, c'est de l'objection de conscience. Bon, après, eux avaient certainement consommé des produits récréatifs. Ouais, je qualifierais ça de récréatif, ouais. Putain, je vais associer Desmond Doss à « je ne contracte pas » maintenant. Oh non. Évidemment, le sergent, prenant cela pour une insubordination, l'envoie directement voir le capitaine Glover, commandant la section. Mais Desmond ne se démonte pas, il souhaite être envoyé au front sans avoir à toucher ni porter une arme. De retour à l'unité, le sergent Howell le fait passer pour un lâche qui abandonnera ses camarades à la première occasion. Et du coup, les gradés vont tout faire pour le faire démissionner. Ça va aller de l'augmentation des basses besognes à du harcèlement, de la violence de la part des autres camarades et même des refus de permission. Moment très dur pour Desmond car il devait se marier avec Dorothy lors de sa première permission qui a été refusée. Voyant qu'il ne lâche toujours pas l'affaire, l'armée va l'envoyer en prison en attendant de passer devant une cour martiale. Heureusement, son père, qui je le rappelle est vétéran de la Grande Guerre, va tirer une ficelle qui va immédiatement faire abandonner toutes les charges d'insubordination contre Desmond. Ça a ses avantages d'avoir combattu auprès d'un grand général apparemment. Desmond peut donc partir à la guerre sans aucune arme en sa possession. Il va donc passer la formation d'infirmier de combat. Vu qu'il s'est intéressé 10 minutes à la médecine, là bon bah ça doit faire le job. Et il est envoyé avec son unité sur l'escarpement d'Axo Ridge, sur l'archipel d'Okinawa. L'endroit est plutôt stratégique puisque s'il est pris, celui-ci permettrait de donner accès à l'entièreté du Japon aux forces américaines. Japon qui était allié à l'Allemagne nazie à l'époque, je le rappelle. Mais le combat est très difficile là-bas. La 96e est montée 6 fois et s'est faite repousser 6 fois, occasionnant de nombreuses victimes. Et c'est au tour de la 307e, l'unité de Desmond, de venir prendre le relais. Avant d'attaquer, on lui donne quand même le conseil d'enlever les grosses croix rouges qu'il a sur lui. Bah ouais, tuer les médecins, c'est assurer la mort des blessés, donc ce qui fait d'eux des cibles de choix. Et des grosses croix rouges sur un fond blanc, c'est assez voyant. Donc la 307e monte la falaise qui mène au champ de bataille et là, à la surprise générale, Desmond ne se défile pas. Au contraire, il fait parfaitement son job. Et même Smithy Riker, qui avait passé son temps à harceler Desmond, change complètement d'avis à son sujet. Les États-Unis prennent enfin l'avantage et réussissent à gagner du terrain. Mais ça ne dure pas longtemps car dès le lendemain matin, les Japonais les attaquent par surprise. Les États-Unis sont donc contraints de battre en retraite et de descendre de la falaise. Alors qu'il s'apprête à descendre à son tour, Desmond entend les cris de plusieurs blessés qui sont encore sur le champ de bataille. Ne pouvant se résigner à les abandonner à leur sort, Desmond reste alors tout seul sur le champ de bataille et tente de secourir ses camarades blessés. Attends, je crois que t'as pas compris. Desmond reste tout seul face à une horde de Japonais enragés, sans armes, sur le champ de bataille. Tout seul, sans armes. Ce gars est fou. Il n'y a pas d'autre mot, ce gars est taré. Et ce grand malade va réussir à sauver 70 soldats blessés. Il va les chercher et les fait descendre un à un de la falaise. Mais putain... Il va même réussir à sauver le sergent Howell qui avait été blessé aux jambes. Et ça, c'est chaud. Quand t'as tout fait pour faire virer un mec, mais que ce même mec te sauve les miches sur le champ de bataille... Quand il va chercher le sergent, les Japonais le repèrent et se lancent à sa poursuite. Ils arrivent tout de même à sauter de la falaise in extremis. Bon, autant vous dire que tout le monde est sur le cul de ce qu'a accompli Desmond. Lui qui était considéré comme un lâche est en fait un véritable héros. Même le capitaine Glover, il sait plus où se mettre. Je me sens con là. Malheureusement, il faut reprendre Axo Ridge aux Japonais. Et donc Glover va demander à Desmond de remonter. Les hommes le considèrent comme un messager de Dieu sur Terre et se sentent beaucoup plus forts en sa présence. Les Américains remontent donc la falaise et réussissent cette fois-ci à reprendre Axo Ridge aux Japonais. Desmond sortira vivant de la bataille, seulement blessé à la jambe. Fin. J'ai adoré ce film. Malgré ce que je vous disais sur la première partie qui, à mon sens, est un peu légère, ça reste un très bon film. Le casting est plutôt appréciable avec des grosses têtes, notamment Andrew Garfield, Hugo Weaving, Vince Vaughn, Sam Worthington et Teresa Palmer. Les jeux que la plupart des acteurs proposent font véhiculer de véritables émotions. Voyez l'émotion que nous donne Hugo Weaving qui joue le père de Desmond Doss lorsqu'il apprend que ses fils partent à la guerre. Remember him, Bertha? Don't. What? I'm just saying how snappy-hearted looked in his uniform. Nous voyons ici le désarroi d'un homme qui connaît les horreurs de la guerre et qui se retrouve désemparé face à la décision de ses fils à partir. Andrew Garfield, qui a le rôle de Desmond Doss, joue parfaitement le personnage un peu niais qui, disons-le, ne ferait pas de mal à une mouche. À la limite d'un ange venu sur Terre. Et ce personnage qui a tout l'air d'un ange, on se demande comment il va s'en sortir dans ce qui semble être l'enfer sur Terre. Et c'est très fort. Et ça fait aussi du bien de voir un héros qui n'est pas cynique. C'est ce qu'on a tendance à faire depuis ces quelques dernières années, surtout dans des événements aussi graves que la guerre. On a besoin de héros badass. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est pas forcément mal. Je dis pas qu'il faut que ça, mais de temps en temps, changer un petit
petit peu. Et justement, en parlant d'enfer, il y a une véritable séparation dans le film. Première partie, on découvre Desmond, il est beau, il est heureux, il est amoureux, tout va bien dans le meilleur Desmond, et d'un coup ça se transforme en une espèce de carnage, on est directement projeté dedans, il n'y a aucune escalade, c'est direct la guerre, la violence, la mort. Et de faire une telle séparation dans un film, c'est ce qui va le distinguer des autres films de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan, on est directement dans l'action. Fury, pareil, et 1917, pareil. Tu ne tueras point a pris le temps de nous expliquer qui était Desmond Doss et d'où il venait. Il faut quand même se rendre compte que c'est l'histoire vraie d'un homme qui se retrouve seul sans armes durant le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Quand tu penses que la plupart des événements du film sont vrais, bon bien sûr ça reste un film donc 100% des choses ne sont pas vraies non plus, mais Desmond a quand même accompli des miracles. C'est d'ailleurs le seul objecteur de conscience de toute la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à plusieurs batailles pendant le conflit, notamment la bataille de Guam, la bataille d'Okinawa et la bataille de Leyte. Voilà par exemple une chose qui n'est pas fidèle à la réalité. Desmond n'a pas du tout commencé avec la bataille d'Okinawa comme c'est raconté dans le film. Pour parler du vrai Desmond, il s'engage dans l'armée en 1942, juste après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Il est effectivement envoyé à Fort Jackson en Caroline du Sud où il va y faire ses classes. Il y a bien connu tous les problèmes que le film raconte, le harcèlement, la violence, la cour martiale. À Okinawa, il sauvera à lui tout seul 75 soldats blessés. Il y sera blessé à 4 reprises, notamment une fracture du bras gauche causée par un sniper ennemi, et par l'explosion d'une grenade qu'il tenta d'envoyer au loin, ce qui lui valut 17 éclats de shrapnel dans le corps. Ça doit piquer un peu. Même Tony Stark, il a pas dû en avoir autant. Et il sera bien sûr de nombreuses fois décoré, notamment 3 Purple Heart pour ses nombreuses blessures au combat. Et pas moins que la Medal of Honor, plus haute distinction de l'armée américaine qu'il reçut pour ses actes de bravoure. Je pense que c'est mérité. En 1946, on diagnostiqua à Desmond une tuberculose qui lui valut une démobilisation de l'armée, 5 côtes et un poumon. Survivre à la guerre et se faire autant entamer par une tuberculose, c'est moche. Desmond Doss mourut le 23 mars 2006 de complications respiratoires à l'âge de 87 ans. Cet homme qui pourtant n'avait rien d'un guerrier a quand même accompli de grandes choses dans le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Il a tout simplement donné tout son être, toute son âme dans ses convictions et n'a jamais rien lâché. Il a pu passer au-dessus de toutes les épreuves que la vie lui réservait et selon ses convictions que Dieu lui réservait. S'il y a une chose à retenir de Desmond Doss, c'est de ne jamais abandonner ce en quoi vous croyez et de toujours faire ce qui vous tient à cœur. S'il y a des obstacles sur votre route, à vous de faire en sorte de les surmonter. À la prochaine tout le monde.